Mais pour commencer, on va commencer par la dépsychiatrisation des transitions, la médicalisation des transitions ou des personnes trans. Voilà, hors de la santé sexuelle, hors de la psychiatrie, à travers d'abord un premier bref rappel historique et de savoir un petit peu ce qui se passe aussi aujourd'hui. Donc, pour ce faire, on a mêlé des professionnels et des associations. Voilà. Merci Lucie. Donc oui, tu viens d'introduire, on va commencer avec ce sujet de la dépsychiatrisation que Julien avait introduit un tout petit peu tout à l'heure. Pour cela, je vais passer la parole à Claudia, qui est médecin généraliste libérale, qui intervient elle aussi dans la formation des médecins généralistes à l'université Paul Sabatier, qui est aussi membre du réseau ICAR. Depuis 2019, la CIM 11, qui est une classification internationale en santé, ne définit plus la non-conformité de genre en elle-même comme un trouble mental. Et cela a entraîné des changements dans les prises en charge et dans les parcours de soins des personnes. Bonsoir. Donc là, la question, c'est est-ce que ces changements qui sont récents ont déjà des conséquences dans l'accompagnement des personnes dans leur parcours. C'est une réponse qui nécessite qu'on se remette un peu effectivement dans un contexte un peu historique des documents et des recommandations qu'on a à notre disposition pour organiser ces parcours. Actuellement, on est en attente des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Et donc, les dernières recommandations, elles datent de 2009. Elles sont très en retard, puisqu'entre-temps, il y a eu 2 nouvelles recommandations internationales. Une en 2013, donc la WPATH. Il y a une version en français. Et puis, plus récemment, en 2022, est sortie la dernière recommandation, qui est accessible en anglais pour l'instant, et qui reprend et qui expose les changements que ça va amener, ce changement de classification dans les classifications internationales des maladies. Donc les recommandations de la HAS, on les attend, et notamment on les attend parce qu'il y a un blocage sur les recommandations qui concernent les mineurs trans. Et c'est ça qui fait bloquer actuellement notamment la sortie des recommandations. On parle de changement de paradigme avec ce changement de classification. Théoriquement, ça devrait déjà avoir des effets. Dans les recommandations de 2022, les recommandations internationales, la place de l'évaluation en santé mentale des personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de transition doit être abordée. Le mot utilisé dans ces recommandations, c'est adressé, mais pas forcément par un psychiatre ou une psychologue. Les médecins généralistes, des infirmiers, des infirmières formés peuvent tout à fait faire cette évaluation-là. Et ce n'est pas une évaluation à visée de diagnostic. C'est une évaluation pour prendre en compte la question de la santé mentale des personnes qui viennent en consultation. En aucun cas, ça doit être un frein à l'accès aux soins comme ça l'est, et comme ça l'a été et comme ça l'est toujours. Un des éléments qui change aussi, c'est qu'il est rappelé que la prise d'hormones ne doit plus conditionner l'accès aux chirurgies. Mais ça, c'est dit, c'est pas encore appliqué. La limite d'âge pour l'accès au parcours est levée. Sur la question de la santé mentale, on a aussi la notion de si la variation, c'est très précis, mais ça met en valeur un peu ce qui doit changer. C'est que s'il y a des variations d'humeur après l'introduction d'hormones, on ne doit pas arrêter les hormones, on doit explorer ce changement d'humeur et aller chercher les causes avant de se poser la question de la place des hormones là-dedans. Donc la question des conséquences directes et des impacts en ce moment, moi j'ai du mal à les voir dans ma pratique. Je suis installée que depuis 3 ans, donc j'ai pas un recul si important, mais les changements sont très récents. J'ai mis le mot séquelles, encore héritage dans ce que j'ai envie de dire, mais la trace de ce parcours très psychiatrisant est palpable en fait à chaque étape. Il y a toujours besoin d'avoir un certificat de psychiatre pour avoir accès à certaines chirurgies, y compris quand la loi dit l'inverse, par exemple pour les mammectomies. Et ça amène les personnes à
avoir des consultations de psychiatrie qui sont quasiment d'ordre administratif. Il n'y a pas de soins dans ces consultations. Les personnes doivent aller voir des psychiatres repérés parce que ces personnes font des certificats et ne vont pas poser trop de questions et donc c'est des sésames pour avoir accès au parcours. Mais à aucun moment, c'est du soin. Alors qu'on sait bien que dans les personnes qui demandent à commencer des parcours médicalisés, puisque les personnes commencent leur parcours sans les soignants et les soignantes, il y a des personnes qui demandent d'être accompagnées en santé mentale par des personnes, médecins, psychologues, qui sont formés à l'accueil tout simplement des personnes concernées, mais aussi aux problématiques qui peuvent être spécifiques, notamment les syndromes de stress post-traumatique liés aux violences transphobes vécues dans la société. Et ça, c'est un énorme écueil. Il y a des réseaux qui se mettent en place. Heureusement, il y a des soignants, soignantes qui se mobilisent. Il y a des assos qui font en sorte de faire du lien entre les soignants, soignantes. Mais l'accès à la santé mentale pour les personnes trans qui en ont besoin n'est pas satisfaisant actuellement. Et pour moi, c'est vraiment une différence importante. Et la psychiatrisation a invisibilisé complètement les vrais besoins en santé mentale des personnes concernées. Et ça, c'est actuel. Et puis, j'allais rajouter que le simple fait de devoir envisager de voir un psychiatre ou une psychiatre et de devoir avoir un certificat pour avoir accès, par exemple, à une mammectomie sans avoir envie de prendre des hormones, eh ben ça, c'est un frein réel à ce que la personne aille jusqu'au bout de son projet pour se sentir mieux. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas débuter les parcours. Donc, j'ai envie d'avoir de l'espoir. Je trouve que c'est difficile dans cette période. J'avais presque mis le mot recul avec un point d'interrogation dans mon papier, mais je pense que ça peut aller vers le mieux. Mais les impacts concrets sont pas encore si clairs. En tout cas, à mon sens, de mon point de vue et de mon expérience de soignante. Merci. Merci à toi, Claudia. Elle vient de nous parler des avancées qu'il y a eu dans les recommandations internationales, mais qui restent encore à appliquer beaucoup plus largement. Je vais passer la parole à Jules. Tu es militant au sein de l'association Clarté à Toulouse, qui est une association d'entraide et de lutte par et pour les personnes trans et non-binaires. Aujourd'hui, qu'en est-il pour toi du parcours de transition, qu'elle soit sociale, administrative ou médicale, depuis ton expérience personnelle ? Bonsoir, je m'appelle Jules, j'ai 32 ans. Je fais partie de Clarté, qui est une association toulousaine de lutte et d'autosupport de personnes trans. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de mon parcours personnel de transition. Je suis arrivé en France il y a 14 ans. J'ai fait une transition sociale en 2017 et j'ai tenté de débuter ma transition médicale à la fin de la même année. La première fois que j'ai parlé de mon intention de transitionner à un membre du corps médical, c'était à mon médecin traitant qui me suivait depuis 6 ans. Je lui ai demandé s'il voulait bien me faire une ordonnance pour une première consultation avec un ou une endocrinologue. Cette ordonnance étant nécessaire afin que ma consultation avec le ou la spécialiste en endocrinologie soit prise en charge par la CMU. Sa seule réponse a été « je ne fais pas ça ». C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je me suis mis à la recherche des médecins généralistes qui acceptaient de suivre des personnes trans dans leur parcours de transition. D'abord sur Internet, à travers les blogs et forums des personnes trans qui faisaient le récit de leurs aventures et de leurs mésaventures auprès du corps médical. Puis en échangeant avec les personnes trans du milieu associatif sur le terrain. Les retours d'expérience et l'auto-organisation des usagères des services de santé avaient permis la naissance de listes non exhaustives de médecins, psychiatres, endocrinologues, gynécologues et chirurgiennes qui acceptaient d'inclure les personnes trans dans leur patientèle. J'ai choisi un médecin sur la région toulousaine qui avait de la place pour un nouveau patient et j'ai pris rendez-vous. Il s'est avéré qu'un médecin non transphobe pouvait être raciste. Ce médecin généraliste m'a traité avec méfiance dès que j'ai mis le pied dans son cabinet. Il m'a interrogé sur mes origines, sur la durée et les raisons de mon séjour en France, m'a encouragé à m'accepter comme j'étais
et a finalement conclu la consultation en me disant qu'il ne délivrait pas d'ordonnance pour un caprice. Avec ma nouvelle identité de genre et sans traitement hormonal, il devenait de plus en plus difficile pour moi de trouver du travail. La dissonance entre mon autodétermination en tant qu'homme trans et mon physique féminin faisait froncer les sourcils des potentiels employeurs et bailleurs. On me traitait avec un mélange de curiosité et de méfiance. Cette phase de ma vie a été particulièrement difficile. J'ai totalement perdu confiance en moi, j'ai lâché la fac et j'étais de plus en plus isolé. La précarité financière et sociale faisait partie de mon quotidien et la dépression n'a pas tardé à arriver. Mon titre de séjour étudiant arrivait à expiration et avec lui mes droits à la couverture maladie universelle. Mes échecs en libéral m'amenèrent vers l'hôpital, vers ce qu'on appelle l'équipe officielle, une équipe de médecins pluridisciplinaires qui encadre les personnes trans souhaitant faire une transition médicale. Même si je savais qu'il me faudrait être suivi pendant 2 ans avant d'avoir le droit de commencer l'hormonothérapie. Mais l'accueil à l'hôpital fut le même qu'en libéral. Après m'avoir fait remplir des formulaires et m'avoir posé tout un tas de questions indiscrètes sur mon orientation et mes pratiques sexuelles, des questions sans rapport avec la transidentité, on m'a répondu « on ne fait pas ça ici », avant de me proposer toute une batterie de tests de dépistage. J'avais la chance d'être accompagné ce jour-là d'une personne travaillant dans une association LGBT. Nous avons insisté pour que je sois reçu en consultation. Une des médecins du service, qu'on est allé chercher expressément pour statuer sur mon cas, refusa catégoriquement de me recevoir, jugeant que j'allais lui faire perdre son temps. Debout dans le couloir de l'accueil, nous avons encore insisté pour que j'aie droit à une consultation. Interpellé par les chuchotements des dames de l'accueil, c'est une médecin stagiaire en gynécologie qui passait par là par hasard, qui accepta finalement de me recevoir. Cette consultation ne mena nulle part. Bien que respectueuse et remplie de bonne volonté, cette personne manquait d'informations sur les produits disponibles et les processus de transition médicale. Et elle me conseilla de chercher un médecin généraliste dans le libéral. J'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu qu'un rendez-vous se libère chez un des médecins généralistes répertoriés comme « safe » pour les personnes trans. Cette liste était très très courte pour la région toulousaine en 2018. J'ai attendu 3 mois, la consultation a duré 5 minutes. Le praticien avait visiblement l'habitude qu'on lui formule ce genre de demande dans le cadre d'une transition médicale. Je suis ressorti du cabinet avec mon ordonnance pour l'endocrinologue. Seul médecin en capacité à prescrire les hormones, les renouvellements pouvant être effectués par la suite par des médecins généralistes. Le premier endocrinologue que j'ai vu en consultation essaya subtilement de me dissuader en me faisant croire qu'un karyotype était obligatoire avant toute prescription d'hormones. En apprenant que ce test, non pris en charge, coûte 350 € et qu'il n'est pas forcément utile dans le cadre d'une transition hormonale ni nécessaire, à part à satisfaire la curiosité de certains médecins, j'ai décidé de ne pas le revoir. La deuxième endocrinologue, habituée à suivre des personnes trans, m'a prescrit des bilans sanguins nécessaires pour trouver le bon dosage et la bonne fréquence pour les injections de testostérone. Après 2 consultations, j'avais mon ordonnance pour commencer le traitement. C'est ainsi qu'il se passa 1 an d'errance médicale avant que je puisse commencer la prise d'hormones qui servirait à masculiniser mon apparence afin de réduire ma dysphorie et mon anxiété sociale. Avec l'aide de plusieurs associations LGBT toulousaines, j'ai pu déposer une demande d'ALD. Ma première demande fut refusée par la CPAM de la Haute-Garonne sans qu'aucune raison particulière ne soit mentionnée. J'ai appris plus tard que cette année-là, le taux de refus de la CPAM concernant les demandes d'ALD 31 et les accords préalables en lien avec des transitions était particulièrement élevé. La CPAM et ou le médecin conseil devenaient méfiants envers les praticiens-praticiennes dont la patientèle réunissait trop de personnes transgenres. Pour moi, la politique punitive de l'ordre des médecins et du médecin conseil devenait visible à travers les refus de financement des soins pour les personnes trans. Je devais encore une fois chercher un nouveau médecin traitant. J'ai changé de stratégie. J'ai fait plusieurs rendez-vous avec des médecins généralistes en amenant ma propre documentation sur les transitions jusqu'à ce qu'il y en ait une qui accepte de s'embarquer dans ce périple avec moi. Bien qu'elle ait rempli
bien qu'elle était remplie de bonne foi, mais peu informée sur les questions de transidentité et des démarches qui entourent une transition, je me suis retrouvé à guider mon nouveau médecin à chaque étape de la nouvelle demande d'ALD, jusqu'à ce que mon dossier soit accepté par la CPM de la Haute-Garonne. J'ai commencé à bénéficier de l'ALD en 2019, 2 ans après le début de ma transition. Les hormones ayant eu sur moi beaucoup d'effets désirables et peu d'effets indésirables, ma qualité de vie s'est considérablement améliorée. La psychothérapie que j'avais commencée en début de transition commençait à porter ses fruits et les phases dépressives devenaient plus courtes, plus espacées dans le temps. J'ai retrouvé un travail, un logement et une certaine stabilité dans ma vie sociale. En 2021, ayant économisé suffisamment pour payer les dépassements d'honoraires, j'ai commencé les démarches afin de trouver un ou une chirurgienne pour la torsoplastie. Bien qu'aidant à réduire ma dysphorie, la vie en binder, qui est le t-shirt compressif, devenait de plus en plus difficile et les douleurs de dos permanentes. J'ai trouvé à Toulouse un chirurgien qui accepta de m'opérer à condition que je perde du poids. Je faisais 1m58 et 72 kg. J'ai donc perdu du poids. J'ai rempli le dossier d'accord préalable afin que la chirurgie soit prise en charge. Bien que bénéficiant d'une ALD 31 qui comprenait explicitement la prise en charge de la torsoplastie, mon accord préalable fut rejeté parce que je n'avais pas 2 ans de suivi psychiatrique. Justifié d'un suivi psychologique de 4 ans n'avait pas suffi. J'ai fait un recours avec l'aide de Clarté et j'ai été débouté. Lors du 3e rendez-vous avec le chirurgien pour entamer une autre demande d'accord préalable, son agacement était palpable. Il s'impatientait que ce projet de chirurgie n'aboutisse pas et me faisait comprendre que sa liste d'attente était longue et qu'il allait privilégier ceux qui peuvent payer. Cette consultation brisa la confiance que j'avais en lui pour m'opérer sous anesthésie générale. Je me remis en quête pour trouver un ou une autre chirurgienne. J'ai encore une fois épluché les forums, les blogs, toute la documentation qu'avaient les associations concernant les retours d'expérience des personnes suite à une mastectomie. J'étais devenu méfiant envers le corps médical, je ne voulais plus de mauvaises surprises. Alors, je me suis plongé dans une étude approfondie en procédant par élimination. Il fallait commencer par faire la liste des chirurgiennes qui acceptaient de pratiquer une chirurgie de réassignation de genre. Éliminer ceux qui refusent d'opérer les personnes couvertes par la CMU. Disqualifier ceux qui ont tendance à ne plus répondre aux appels une fois la chirurgie faite et la facture payée. Vérifier les anesthésistes avec qui travaillent ces chirurgiens et ces chirurgiennes. Évaluer les soins post-opératoires proposés par chacun. Se renseigner sur l'accueil et le traitement de la part du personnel soignant pendant l'hospitalisation qui suit la chirurgie. Poser des questions précises pour connaître les diverses stratégies des chirurgiennes afin d'optimiser le processus de cicatrisation pour les peaux noires. Cette recherche croisée me mena à une chirurgienne hors de Toulouse. J'ai pris le train pour ma première consultation avec mon dossier médical complet mais sans trop d'espoir. Et à ma grande surprise, le respect et le professionnalisme de cette praticienne m'ont rassuré. La consultation a duré 1 demi-heure. Elle a abordé sans détour la couleur de ma peau, mon déficit en vitamine D, les risques plus élevés de kéloïdes pour les personnes noires et m'a exposé un plan de soins post-opératoires adapté. C'était la première fois qu'un médecin en France m'informait sur les conséquences du manque de luminosité et la carence en vitamine D qui survint pendant l'hiver chez les personnes présentant un taux de mélamine plus élevé que les peaux blanches. Elle m'a prescrit de la vitamine D et ce traitement pour lequel je n'étais pas venu s'est avéré très efficace. Pour la préparer à la déception d'une attente d'1 an avant la chirurgie, je lui ai expliqué que mes 2 dernières demandes d'accord préalable avaient été refusées et que je redoutais que ce ne soit le cas une 3e fois. Elle a trouvé cela inadmissible et m'a dit qu'elle s'en occuperait personnellement. Elle m'a prescrit des analyses sanguines, une mammographie afin de préparer au mieux la torsoplastie. J'ai fait plusieurs allers-retours pour les diverses consultations préopératoires avec la chirurgienne et l'anesthésiste. 4 mois après, j'ai reçu, avec la plus grande euphorie, un avis favorable à ma demande d'accord préalable. C'est grâce au réseau militant LGBT que j'ai pu trouver la documentation, le soutien et le financement des différents frais non pris en charge par l'ALD afin de me délivrer du besoin vital que j'avais de faire une mastectomie. Ce souhait, je l'ai réalisé l'an dernier avec le soutien précieux de ma famille, de mes amis, de ma partenaire et des soignants qui m'ont traité avec respect et compassion. Il a été difficile
d'avoir à attendre si longtemps avant d'être cru, avant d'être pris au sérieux par le système médical français. J'ai souvent eu le sentiment que les obstacles à une transition paisible et une existence légale en France étaient insurmontables, comme si ces deux choses seraient constamment remises en cause, jamais réellement acquises. Lorsque je vois les lois permettant le fichage des personnes trans et ou des personnes trans qui obtiennent la nationalité française, et les propositions de loi visant à rétablir les thérapies de conversion ou à limiter l'accompagnement des personnes trans mineures, je sais que notre lutte pour une vie digne et paisible est loin d'être terminée. Je suis ici pour vous dire que si ma transition vous a semblé longue et difficile, elle est loin d'être la pire. Je suis ici pour vous dire que je fais partie des chanceux. Je fais partie de ceux qui parlent français, qui ont un logement stable, un travail, une carte vitale, des diplômes, des papiers. Je suis ici pour vous dire que je suis chanceux puisque je suis encore en vie. Merci pour votre attention. Merci Jules. Je vais passer la parole maintenant à Alexiel. Tu es kiné en cabinet auprès de populations majoritairement, mais pas uniquement, LGBTQIA+, et ou racisées et ou neurovariantes à Toulouse. Mais également kiné en unité de soins palliatifs au CHU, avec une affiliation au pôle de santé publique et de médecine sociale. Tu es en parcours d'études en santé publique des populations et pour cette année en études en éthique du soin. En santé, pardon, excuse-moi. Tu es aussi membre du réseau ICARE. Quelles sont pour toi aujourd'hui les perspectives souhaitables pour une meilleure santé des personnes transgenres ? Bonjour. En premier, je peux citer la dépathologisation des transidentités, au-delà de la dépsychiatrisation. Pourquoi ? Parce que l'OMS définit la santé dans le fait qu'elle ne consiste pas simplement comme une absence d'infirmité ou de maladie, mais aussi un état de complet bien-être mental, physique et social, qui vient de société. Les transidentités sont présentes dans de très nombreuses sociétés au travers des époques, mais face à celle-ci, une normativité s'est appliquée par différents vecteurs. Par normativité, j'entends le processus social par lequel un ou des groupes sociaux partageant des valeurs et des pratiques dans une société imposent leurs normes de valeurs et de comportement sur d'autres personnes, devenant ainsi un modèle, un système de référence dominant dans cette société. En France, actuellement, les tentatives d'application ou d'application de la normativité dans le domaine médical s'expriment schématiquement dans deux grandes tendances, soit la suppression, c'est-à-dire par exemple, un exemple parmi d'autres, les récentes propositions de thérapie de conversion des sénateurs républicains pour les mineurs, à la manière des thérapies de conversion anti-homosexualité avant que celle-ci ne soit elle-même plus considérée comme des maladies, puisqu'avant c'était la maladie aussi. Ou encore, autre exemple, les refus d'accès aux transitions médicales, par médicales j'entends hormonales et chirurgicales, en raison de l'âge, des origines des personnes, ou encore les accès différés aux transitions médicales. Il y a des personnes qui doivent attendre plus longtemps que d'autres. L'autre grande tendance, c'est à contrario la médicalisation, c'est-à-dire de percevoir les transidentités comme des maladies en soi, les personnes trans comme des malades qu'il faut guérir. Donc pour cela, au contraire de l'autre tendance, la guérison s'envisage par la transition médicale, hormonale, chirurgicale, considérée par les personnes cisgenres comme impérative afin de notamment que les personnes trans puissent être perçues correctement dans leur identité de genre par les autres membres de la société, et également de réduire la fameuse dysphorie ou non-congruence de genre, comme il y a actuellement noté dans les référentiels. Or, une différence dans une société, une singularité au sens de ce qui s'oppose à la norme dominante, ne veut pas dire en soi maladie. Donc une meilleure santé des personnes trans, ça n'équivaut pas forcément à une transition médicale. Je rappelle que, par ailleurs, des personnes trans tout à fait légitimes dans leur identité de genre ne souhaitent pas forcément transitionner médicalement parlant, même si d'autres le veulent et sont également légitimes. Sortir de la pensée normative chez les personnes cisgenres, c'est cesser de considérer que le modèle cisgenre est un modèle identitaire sain et envisager la santé des personnes trans sous d'autres prismes.
Je voudrais rappeler que les déterminants sociaux de la santé, on trouve le milieu familial, donc les personnes qui n'ont pas de milieu familial autour d'elles ou un milieu familial qui ne respecte pas leur identité, cela a des impacts sur la santé. On trouve également le milieu du travail, les personnes qui n'ont pas accès au travail ou qui sont dans ces situations de travail qui sont discriminatoires, qui sont phobiques, qui sont violentes, cela a des impacts sur la santé. On trouve le logement, les personnes qui n'ont pas accès à des conditions décentes de logement, que ce soit malheureusement dans des endroits de santé qui sont dans des états un peu détériorés, ou bien qui sont à la rue, ou bien qui sont dans des squats, ou bien quand ils sont dans des appartements avec d'autres personnes trans qui subissent la transité. Tout cela a des impacts sur la santé des personnes. Il a été prouvé par de nombreuses études en santé publique que la santé des personnes était corrélée à leur position socio-économique. C'est ce qu'on appelle le gradient social de la santé, lequel se traduit par les inéquités ou inégalités sociales de santé. Or, les personnes trans, de par la normativité sociale, font face à des difficultés dans ces domaines, font face à des discriminations, des phobies diverses. Certaines font face à des violences spécifiques que d'autres ne vont pas vivre, par exemple le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, etc., y compris en dehors du champ de l'accès aux transitions médicales. Et ces phobies, discriminations, ces violences peuvent avoir des impacts sur les santé mentales, corporelle, physique et trajectoire de vie des personnes trans. La dépathologisation des transidentités avec les remboursements de l'assurance maladie, qui s'appelle par ailleurs sécurité sociale, et à plus juste titre, à mon sens, le nom devrait mieux correspondre, puisque si je prends l'exemple de la grossesse, c'est pas une maladie a priori, et pourtant à partir du 6e mois, c'est supporté à 100% par la sécurité sociale, en tout cas pour les personnes qui actuellement y ont droit. La facilitation des accès à des soins de transition médicale, et ce, sans différence entre des personnes trans, représente ainsi une éthique du soin via ce qu'on appelle en éthique en santé les principes de justice sociale dans la répartition des moyens. Je ne vais pas expliquer ici comment la sécurité sociale fonctionne au niveau de ses cotisations et tout, par exemple, mais voilà. Le respect de l'autonomie des personnes, au sens se gouverner seul par ses propres lois, via le respect de l'autodétermination des personnes, la bienfaisance et la non-maltraitance. C'est un petit peu les 4 piliers, normalement, de l'éthique dans les soins. Donc, il y a une nécessité sociale de consultation, de RDV, d'échanges respectueux partout et tout le temps, même hors but de transition médicale et hors système de santé ou système médico-social. Il y a une nécessité de sortir de la pensée cis-hétéronormative, c'est-à-dire d'une pensée où le système hétéro et cisgenre est dominant et écrase les identités, les existences divergentes, dans un contexte de consultation de soins ou d'autres contextes, sortir d'une pensée qui refuse d'admettre qu'elle crée des maladies. Il y a une nécessité de cadre législatif protégeant les personnes trans des phobies diverses, se logeant dans tous les milieux de vie, systèmes et contextes de vie. Donc du coup, en conclusion, je voudrais dire qu'une meilleure santé, c'est pas seulement un meilleur système de santé et de services sociaux, même si c'est important. Une meilleure santé pour les personnes trans et ou non binaires. Précédemment, j'ai dit trans, mais ça inclut aussi les personnes qui s'identifient comme uniquement non binaires. C'est une meilleure société, plus inclusive, plus juste, plus respectueuse, non discriminante, et ce, quelles que soient les personnes trans. Merci Alexiel. Et merci à tous et toutes. On va proposer déjà un premier temps d'échange avec la salle. Il y a des micros qui vont pouvoir circuler. Je ne sais pas s'il y a des personnes déjà qui ont des questions à poser à nos intervenants et intervenantes. Bonjour. Il y a quelque chose, ça m'avait fait penser, quand vous avez au début mentionné la possibilité de faire des lieux spécifiques de soins pour les personnes trans, et notamment... Et du coup, effectivement, ça existe entre guillemets déjà, comme on a vu dans le témoignage de Jules qui disait il y a un service Purpan, et du coup il y a quand même des risques de dérive de ces types, s'il y a un endroit spécialisé, de remise du pouvoir chez les médecins et soignantes. Et du coup, c'était une remarque par rapport à ça, et qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux commencer à donner ma réponse. Effectivement, quand j'ai entendu parler de questions sur faire un centre spécifique, ça m'a un peu hérissée. Parce que je pense que on peut pas tous et toutes être spécialistes de tous les détails des parcours médicaux des personnes trans et non-binaires, mais je pense que parmi les soignants-soignantes, on doit tous et toutes pouvoir accueillir, faire des soins qui n'ont rien à voir avec la transition des personnes aussi, et les accueillir pour ça. Parce que là, on ne parle pas de ça, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais le parcours du combattant ou de la combattante des personnes trans et non-binaires pour juste avoir un médecin généraliste ou un ou une kiné ou un ou une sage-femme ou un ou une psychologue pour être soigné. C'est un parcours difficile et je pense qu'il faut former, il faut que les formations continuent dans les dans les études de médecine et toutes les études en santé incluent l'accueil des personnes trans et non binaires et qu'il y ait une initiation à certains sujets, qu'on puisse toutes et toutes orienter. On ne pourra pas tous forcément développer les parcours, mais je pense qu'il faut plutôt diversifier que centraliser. Alors, je vais répondre un peu à côté de la question, mais juste pour dire que Clarté, on existe depuis 2016 et on n'a pas de locaux. Donc voilà, nous on cherche, dans un premier temps, on aimerait bien avoir des locaux déjà pour l'association, qui est une association par et pour les personnes trans. Après, sur la question de est-ce qu'il doit y avoir des professionnels de santé, pourquoi pas, mais je pense que ça doit s'inscrire, comme tu as dit, dans une démarche beaucoup plus large de formation. Mais voilà, si jamais quelqu'un a des locaux à Toulouse, vous pouvez venir me voir. Question ou remarque, je ne sais pas. Non, c'était pour aller un peu dans le sens de Claudia. En fait, je trouve que, merci pour la remarque, parce que ça m'a fait aussi réagir. Quand ça a été posé cette question, je trouve que des fois les soignants se forment tout de suite en fait de façon opérationnelle à l'accueil des personnes trans, sans se former vraiment à l'histoire en fait des personnes trans. Et en fait, le début de la médicalisation des personnes trans, c'est des instituts, c'est l'Institut d'Hirschfeld en 49 pour la prescription hormonale. Et en fait, on voit très bien que ces instituts spécialisés, ils ont créé toutes les dérives que Jules a très bien expliquées ensuite, c'est-à-dire de psychiatrisation, de protocoles, d'infantilisation. Enfin, du coup, moi, je suis aussi, j'ai le poil qui s'érisse quand on parle d'instituts qui devraient se recréer pour la prise en charge spécifique des personnes trans. Et effectivement, je pense que par contre, il y a un vrai enjeu de formation, et pas juste de formation des médecins, mais de formation des équipes en fait dans les centres de santé, de former de l'accueil jusqu'aux médecins pour savoir comment bien accueillir. Et en plus de ça, je pense que ça peut être difficile pour des personnes trans qui n'ont pas forcément envie d'être visibles en tant que personnes trans et de se outer en fait tout le temps, de devoir franchir les portes en fait d'un cabinet qui est estampillé trans quoi. Donc voilà, je pense que des fois ça part de plein de bonnes intentions, mais je pense que c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire des personnes trans pour pas reproduire les mêmes erreurs quoi. Bonjour, alors moi je suis médecin généraliste, je rebondis sur les questions de formation. Je suis ravie d'entendre qu'il y a de la formation pour nos internes et je l'apprends ce soir parce que je suis maître de stage de gynécopédia et ils m'ont pas dit ça, c'était une chouette avancée. Et je rebondis sur l'idée de pouvoir se former. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut se former, mais je suis partante. Voilà. Donc, pour les confrères, où on va? Non, c'était juste pour dire qu'il y avait une partie sur la formation à la fin, donc je pense peut-être que ce sera possible d'avoir la réponse à ce moment-là. Et sinon, n'hésitez pas à venir voir les assos qui sont présentes après dans le moment informel. Je vais juste préciser pour la notion de formation pour les internes. Cette année, pour les internes en médecine générale, donc de dernière année, il y a eu une journée sur les sujets des inégalités sociales de santé. Et dedans était abordée la question de la précarité des soins, la question des personnes en situation de handicap et la question de l'accueil des personnes LGBTQIA+, en une journée. Donc, effectivement, avec Julien et avec Lou, on est allé discuter en petits groupes pendant 1 heure avec des internes de dernière année. Donc, c'est un début, mais c'est absolument insuffisant. Voilà.
En complément, je veux dire, moi j'interviens auprès de l'école de sages-femmes, et donc dans l'enseignement que je leur ai prodigué cette année, j'ai fait juste un point d'information, parce que je n'avais pas le temps, donc juste de sensibilisation sur ces questions-là. Et pour revenir à la question qui était posée antérieurement, sur que faut-il organiser, je ne sais pas si ici il y a la mémoire de ce qui s'était inauguré sur Paris dans les années 80. Je ne sais pas si quelqu'un a encore en mémoire Camille Cabral. Voilà, Camille Cabral, oui, la PAST. Donc, à l'époque, les médecins avaient été contactés par Camille Cabral et s'était constitué sur Paris un réseau informel de professionnels de santé, pas que des médecins d'ailleurs, trans-friendly. Donc, c'était y compris l'époque du VIH. Donc, effectivement, il n'y avait pas que cette question de genre, il y avait surtout la question de la discrimination à l'époque. Vous m'entendez? Et finalement, ça a été beaucoup plus opérationnel. Il n'y avait pas la question de la préservation du secret, enfin de la confidentialité. Tout ça, c'était comme c'était au sein de la ville, dans le secteur libéral, mais aussi un peu dans le secteur hospitalier. Personne ne se sentait, disons, forcément en situation de saouté. Et surtout qu'à l'époque, c'était vraiment le début de ces problématiques-là. Et donc, il y a eu une formation qui s'est faite via les personnes elles-mêmes. D'ailleurs, un petit peu sur le même modèle que ce qui se passe avec la PrEP. Donc, où souvent, pour les médecins de ville, c'est les personnes qui sont elles-mêmes concernées qui vont transmettre la connaissance aux acteurs de soins, donc aux médecins, aux infirmières, aux pharmaciens. Voilà, moi, il me semble qu'il faut vraiment faire attention à la question de la confidentialité, donc pour les personnes, donc du bien recevoir, de la bientraitance, ça c'était le plus important. Je crois que c'était vraiment le point, disons, essentiel dans l'accueil des personnes, que les personnes ne se sentent pas jugées. Et après, sur la question technique, la question de l'appropriation d'un savoir donc utile pour les personnes, ça se faisait avec le temps et ça se faisait avec le concours de ces personnes, tout ce qu'elles nous apportaient. Alors, bonjour, c'est pas forcément une question en soi, c'est plutôt une remarque parce que ça parlait beaucoup de de proposer des formations, etc. Où Jules, comme l'explique Jules aussi, venir avec son dossier et faire de la pédagogie aux soignants, soignantes qui ne s'y connaissent pas dans les questions de transidentité, de parcours de transition ou d'affirmation de genre. Et plutôt, c'est plutôt une vigilance de quand on reçoit une personne trans, faire vraiment attention. Je sais pas, je suis arrivée en retard, donc désolée si ça a été déjà dit. Mais une vigilance à avoir sur ne pas attendre qu'une personne concernée nous forme sans qu'on lui propose de la rémunérer aussi. C'est un point très important, je pense, là-dedans, parce qu'il y a vraiment trop de dérives sur ça. Et donc voilà, que les personnes concernées puissent former et qu'elles puissent être payées pour ça. Merci.